quel est le meilleur film de SF de tous les temps? Alors bien évidemment, chacun pourra défendre son préféré, mais si on regarde les classements des critiques et des médias spécialisés, on retrouve essentiellement 3 films en tête de liste. Metropolis, 2001 l'Odyssée de l'espace et Blade Runner. Pour des sites prestigieux comme le Guardian, New Scientist ou Total Film par exemple, c'est bien Blade Runner qui occupe la première place. Et franchement, quoi qu'on pense du film, il suffit de le voir pour comprendre pourquoi c'est une œuvre majeure dans l'histoire de la science-fiction. Un tel niveau de génie, ça a forcément été un triomphe immédiat, pas vrai? Halfway through Blade Runner, I realized I stopped caring about the people in the movie. I was interested mostly in the special effects. It's a great movie to look at, but a hard one to care about. I didn't appreciate the predictable story, the standard characters, the cliffhanging cliches, but I do think the special effects make Blade Runner worth going to see. I agree with part of your review. Predictable, cliches. What about the special effects? Dazzling for the first 20 minutes, and then what? I mean, the story goes no place as far as I'm concerned. Bienvenue dans Flopbuster, le flop cul du jour s'appelle Blade Runner. Je ne vous apprends rien, Blade Runner est une adaptation du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philip K. Dick, publié aux États-Unis en 1968. Et il ne faudra pas attendre longtemps avant que quelqu'un s'intéresse à l'adapter. En effet, dès 1969, Martin Scorsese contacte les représentants de l'auteur avec pour projet de collaborer avec Jay Cox pour signer une adaptation. Jay Cox travaillera quelques années plus tard comme co-scénariste avec James Cameron sur Strange Days, réalisé par Catherine Bigelow. Et au final, c'est assez intéressant parce qu'une bonne partie du public et des critiques ont vu dans Strange Days une grosse inspiration de Blade Runner, le film. Cependant, ce projet ne se concrétisera jamais pour une raison toute simple, Scorsese et Jay Cox n'ont pas mis d'option sur le livre. Arrive ensuite Herb Jaffe, le producteur de l'excellent Fright Night, qui veut adapter ce livre. Son fils Robert va écrire une version, mais là, autre problème, Philip K. Dick déteste. Paul Salmon raconte dans son livre Futur Noir The Making of Blade Runner que lorsque Dick a rencontré Robert Jaffe à l'aéroport, ses premières paroles ont été « Est-ce que je te passe à tabac ici à l'aéroport ou est-ce que je devrais attendre qu'on soit rentré à mon appartement ?» Pour l'amour du ciel, veux-tu arrêter? Respecte mon autorité! Après ces 2 tentatives ratées, débarque Hampton Fancher. Jusqu'alors un acteur limité à des rôles secondaires assez peu remarqués, il parvient à obtenir les droits d'adaptation. Ce qui est assez intéressant, c'est que Fancher reviendra comme co-scénariste 35 ans plus tard pour Blade Runner 2049. Une fois qu'il a les droits, Fancher commence à bosser sur une version du script. L'idée est simple, il veut faire un film à petit budget où l'action va essentiellement se passer à l'intérieur. Rien de spectaculaire, pas de gros décors, un film assez contemplatif et peu onéreux. Hampton Fancher a d'ailleurs une ambition très personnelle pour ce métrage qu'il veut réaliser lui-même, sauf que le producteur Michael Dilley, qui s'intéresse au projet, va le rediriger vers Ridley Scott qui vient de signer Alien en 1979 et qui semble extrêmement frustré par la façon dont son projet d'adaptation de Dune peine à avancer. Car oui, dans la liste interminable des cinéastes qui ont rêvé d'adapter Dune, Scott tenait les rênes avant que David Lynch ne le remplace. Dune took 3 years to make, start to finish, but it was a nightmare. And it was a nightmare. Pour ne rien arranger, la perte tragique de son frère Frank achève de convaincre Ridley Scott de quitter le projet par besoin de passer à autre chose. Ainsi, l'équipe est au complet, Ridley Scott va réaliser cette adaptation. Le film aura d'abord des titres provisoires, Mechanismo, Dangerous Days, mais Ridley Scott vraiment déteste ces titres. Il tombe avec Fancher sur un projet de scénario écrit par S. Burrow, un auteur acclamé qui a notamment écrit Le Festin nu, et le scénario s'appelle Blade Runner, c'est adapté d'un roman de Alan E. Nourse, The Blade Runner. Fancher et Scott adorent le titre et vont donc récupérer les droits du script simplement pour en utiliser le titre. C'est ainsi que Blade Runner naît, quand bien même le roman de Philip K. Dick n'avait aucune mention des Blade Runner. Si vous connaissez un peu la réputation de Ridley Scott, vous savez qu'au niveau entente, c'est pas toujours facile. Dans le genre relation délicate, des tensions se créent très rapidement entre Ridley Scott et Hampton Fancher. Ça va pousser Fancher à quitter le projet en décembre 1980, frustré par toutes les réécritures de Ridley Scott. La situation ne sera pas non plus désespérée entre les deux hommes, puisque Fancher revient quand même en fin de projet pour quelques réécritures.
Ce n'est pas non plus l'amour fou entre Ridley Scott et Philip K. Dick, puisque le réalisateur anglais n'a même pas fini de lire le roman. Lorsque l'auteur lui demande pourquoi, Scott lui répond franchement que son écriture est bien trop dense, que développer 17 arcs narratifs en 32 pages, ça pourra que plomber le film. Heureusement pour eux, leur relation s'apaisera rapidement et ils vont même finir par respecter leur travail mutuel. Si le roman utilise le terme androïde, l'équipe du film estime que la notion de droïde a tellement été popularisée par Star Wars qu'il faut autre chose pour s'en distinguer, d'où la création du terme répliquant. Thank you. She's a replicant, isn't she? Et pour la petite histoire, c'est la fille du co-scénariste David Webb Peoples qui a suggéré répliquant, parce qu'à l'époque, elle étudiait la microbiologie et le concept de réplication. On peut donc lui dire merci, puisque sans participer directement au film, elle a créé un des termes les plus cultes du cinéma de science-fiction. Ah, et puis les problèmes de production. La société de production Filmways se retire juste avant le projet en sentant le mauvais coup box-office. Filmways avait promis 15 millions de dollars en tout et a déjà dépensé 2,5 millions avant même le début du tournage. Michael Dilley, dont on a parlé plus tôt, doit absolument trouver un remplaçant. En 10 jours à peine, il parvient à convaincre le producteur hongkongais Run Renshaw pour un budget de 21,5 millions de dollars. Cependant, le contrat dispose d'une clause qui aura son importance. Si le budget est dépassé, les producteurs auront tous les droits sur le produit final. Typiquement le genre de clause qui fait que ce qui semble être une bonne affaire est en fait une très mauvaise affaire pour l'équipe du film. Côté casting, Harrison Ford est loin d'être le premier en lice pour le rôle titre. Robert Mitchum et Dustin Hoffman sont les favoris. Hoffman était particulièrement populaire après les Oscars pour Kramer contre Kramer. Mais dans les autres acteurs, Al Pacino, Clint Eastwood, Sean Connery et bien d'autres seront cités par la production. Finalement, si Harrison Ford est signé, c'est notamment parce qu'il est sous le feu des projecteurs grâce à l'Empire contre-attaque. Ça lui permettra au passage de signer 3 films cultes consécutifs, l'Empire contre-attaque, Les Aventuriers de l'Arche perdue et Blade Runner. Pour le rôle énigmatique de Pris, Deborah Harry de Blondie était envisagée. Des années plus tard, elle avouera que refuser ce rôle reste le plus grand regret de sa carrière. Même si elle se rattrapera en quelque sorte côté cinéma, puisqu'en 83, elle va jouer dans Vidéodrome de David Cronenberg, un autre film culte dont elle n'a franchement pas à rougir. Pour le rôle de Roy Batty, en revanche, Ridley Scott était tellement sûr que Rutger Hauer était l'acteur parfait qu'il ne lui fit même pas passer d'audition. Il l'avait notamment vu dans Turkish Delight de Verhoeven et il était convaincu. Et pour le coup, il a eu un excellent instinct quand on voit la performance que Rutger Hauer nous a livrée. All those moments will be lost in time. Like tears. Scott ne s'habitue pas au fonctionnement des studios hollywoodiens et ça va créer de grosses tensions entre les équipes techniques. De nombreux membres vont démissionner en cours de tournage et il va y avoir la fameuse T-shirt War. Pour donner le contexte, lorsque Ridley Scott donne des ordres à ses équipes techniques américaines, ils répondent ironiquement « Yes, Governor » ou « Oui, gouverneur » pour se moquer de son autorité. Un jour, une grosse partie de l'équipe américaine se concerte pour venir sur le tournage avec un t-shirt sur lequel est écrit « Yes, Governor, my ass », littéralement « Oui, gouverneur, mon cul », on sent le niveau de respect, et d'autres membres de l'équipe technique vont avoir un t-shirt où il est inscrit « Will Rogers n'a jamais rencontré Ridley Scott », en réponse à Rogers qui avait dit qu'il n'avait jamais rencontré un homme qu'il n'aimait pas. Voilà, le ton est donné. Et au lieu d'ignorer ces provocations, Ridley Scott et les membres anglais de l'équipe technique vont venir avec des t-shirts « Xenophobia sucks », la xénophobie ça craint, ce qui va étrangement apporter une fin plutôt paisible dans cette t-shirt war. Autre problème d'entente, Ridley Scott et Harrison Ford ne s'entendent pas du tout. Ford lui reproche de pas être assez précis dans la manière dont il le guide pour l'interprétation de son personnage, alors que Ridley Scott pense que Harrison Ford a bien assez d'expérience et qu'il peut se guider tout seul. En 2006, quand on demande à Ridley Scott l'acteur le plus pénible avec lequel il a tourné, sans hésiter, il va citer Harrison Ford, même s'il confirme bien s'entendre avec lui depuis des années. De son côté, Ford refuse toujours la volonté de Ridley Scott de répondre à l'identité de son personnage. There was a bit of contest between Ridley and I over whether or not Deckard, the character I played, was a replicant or not. And for myself, I felt that it was important for the audience to have a human representation
on screen that they could identify with. Le tournage a commencé le 9 mars 1981, a duré 4 mois et traîne en longueur. Encore une fois, à cause du perfectionnisme de Scott, qui réclame souvent 10 prises, voire plus encore pour la même séquence, ce qui va irriter tout le monde sur le plateau. Lorsque c'est enfin fini, le budget est dépassé de 10 à 15% et frôle les 30 millions de dollars. Les producteurs utilisent la clause du contrat pour tenter de renvoyer purement et simplement Ridley Scott. Le coproducteur Alan Ladd Jr., président de The Ladd Company, parvient à sauver Ridley Scott, mais les producteurs récupèrent le montage final. Alors qu'aux projections test, une bonne partie des spectateurs se plaignent de ne rien comprendre à l'intrigue, les producteurs vont imposer une voix off explicative ainsi qu'un happy end pour satisfaire le public. Ces décisions sont totalement rejetées tant par Ridley Scott que par Harrison Ford. Harrison Ford dira d'ailleurs qu'il a enregistré ses voix off avec l'impression qu'on le menaçait avec une arme. Il fera exprès de surjouer les passages, tentant de saboter le procédé. That was my profession. Ex-cop. Ex-Blade Runner. Ex-killer. Sauf que les producteurs peu regardants vont utiliser sa voix off telle quelle. L'auteur Philip K. Dick meurt en mars 1982, peu avant la sortie en salle. Après ses réserves initiales et ses problèmes avec Ridley Scott, il avait totalement validé la vision du cinéaste et ne verra malheureusement jamais l'œuvre complète de ce qui est probablement la meilleure adaptation de ses écrits. Il nous reste cependant ses commentaires suite au visionnage de 20 minutes de rush du film. Vous avez révolutionné nos conceptions de ce qu'est la science-fiction. Ma vie et mon travail créatif viennent d'être justifiés et complétés par Blade Runner. Merci, ce sera une œuvre immortelle. Lorsque le film sort en salle, il a encore subi des modifications par rapport à la dernière projection test. Mais alors, comment modifier un film quand on n'a plus un seul dollar pour tourner? En réutilisant des images déjà tournées. Le monteur Terry Rawlings va par exemple récupérer un plan serré de la main de Rutger Hauer, censé être bien plus tard dans le récit, pour l'insérer dès la présentation de son personnage. Il explique ainsi: le but était de faire comprendre au public, ne serait-ce que de manière subconsciente, que ses batteries étaient en train de se vider, et ce, dès le moment où l'on découvre le personnage à l'écran. La version que le public américain découvre en salle est aussi légèrement différente de la version internationale. 15 secondes d'hémoglobine ont été retirées après des projections test, coupées sur différentes séquences à travers le film. Avec son budget de près de 30 millions de dollars, Blade Runner récolte à peine 27,5 millions de dollars lors de sa sortie initiale américaine le 25 juin 1982. La faute peut-être à une concurrence démesurée sur le mois de juin, avec Star Trek 2, La colère de Khan, et Poltergeist, qui sont sortis le 4 juin et qui remportent 79 millions et 73 millions respectivement. E.T. de Steven Spielberg sort le 11 juin et devient le plus gros succès américain de l'année avec 315 millions. Même Firefox avec Clint Eastwood récolte environ 47 millions de dollars après sa sortie le 18 juin. Histoire de venir achever un mois qui était déjà très rempli, Blade Runner sort le même jour que The Thing de John Carpenter, un autre immense film boudé par le grand public à sa sortie. Dans les explications de son échec, on peut aussi penser au fait que le grand public attendait Harrison Ford dans un registre bien plus divertissant, après Star Wars et Indiana Jones. Ils étaient là pour l'aventure, pour de l'action, et se retrouvent face à une œuvre hautement contemplative et dont le rythme particulier peut laisser perplexe. Le directeur artistique David L. Snyder évoque aussi une autre explication. Blade Runner était un film très politique finalement, et les Américains étaient horrifiés par ce futur dystopique qui, malheureusement pour nous, s'est presque réalisé. Sans être radicalement négative, la critique va être très divisée entre les détracteurs et ceux qui annoncent déjà un film qui survivra aux décennies. Le Los Angeles Times renomme le film Blade Crawler, crawler pour ramper, afin de critiquer ce qu'il considère comme un rythme insoutenable et un récit qui n'avance pas. Beaucoup se plaignent d'ailleurs du rythme ou d'un scénario alambiqué, se voulant inutilement complexe. Voilà typiquement le genre de critique qu'on lui fait à cette époque. Roger Ebert, comme on l'a vu en intro, salue les visuels mais critique l'histoire qu'il trouve cliché et trop faiblement écrite. En France, notre champion exaspéré s'appelle Philippe Manœuvre, qui va écrire dans Métal Hurlant et décrire la seconde mort de Philip K. Dick suite à ce film qu'il déteste. Je vous laisse apprécier la finesse de sa critique avec l'homme qui imite mieux Philippe Manœuvre que Philippe Manœuvre lui-même. Non mais Blade Runner, ouais, je veux dire, faudrait quand même crever les yeux sur Ridley Scott, lui faire avaler de l'eau de javel et enfin emmener ce ragnard total vers un plateau de télé pour qu'il se remette enfin à reproduire des publicités.
Là, j'en peux plus, quoi, de cet appel. Ah non, moi c'est non, là ça recommence. De son côté, Lacroix décrit un film horriblement fatigant qui ne met en lumière aucune des richesses de son scénario. Ridley Scott, désespéré par cet accueil, dit qu'à ce moment-là, il pense arrêter de lutter et laisser le film mourir. Une fois encore, il faudra attendre la sortie VHS, les différentes versions dont la Director's Cut, pour que le film gagne en popularité et soit aujourd'hui considéré comme un des meilleurs, si ce n'est le meilleur film de science-fiction de tous les temps. Il va devenir une des VHS les plus louées de l'histoire. Et ce n'est pas compliqué de comprendre pourquoi Blade Runner est un film si important. Son atmosphère visuelle révolutionnaire, la musique de Vangelis, la mise en scène incroyable, tous les niveaux de lecture, la profondeur d'une œuvre exemplaire, Philip K. Dick ne s'y était pas trompé. L'œuvre est bel et bien immortelle et a révolutionné notre façon de voir la science-fiction, au point d'inspirer de nombreuses œuvres majeures à travers le monde, et dans ses héritiers les plus intéressants, on peut citer Dark City ou encore Ghost in the Shell. Quoi qu'il en soit, et qu'importe l'accueil initial, Blade Runner de Ridley Scott restera une pierre angulaire du cinéma américain et de la science-fiction. Flopbuster, c'est fini pour aujourd'hui. Merci infiniment pour l'accueil sur le premier épisode. Merci à Sam de la chaîne Une Chanson Édition pour sa participation. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, suivez-moi sur Twitter pour les dernières news, et je vous dis à bientôt.